Rebonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur la partie 5 de notre histoire de l'argent, où l'argent est-il l'origine du mal et de la corruption humaine. Donc, maintenant, vous êtes, je pense, en capacité de voir mon écran. Donc, dans la partie 5, nous allons voir un équilibre dangereux, le système monétaire moderne. On va étudier ensemble le système monétaire moderne en mettant l'accent sur sa complexité, sa propension aux crises et au potentiel d'exploitation et de corruption humaine. Donc, c'est un sujet qui est relativement large parce qu'on va aborder beaucoup de choses. Mais j'aimerais, avant d'attaquer ce sujet, c'est de faire une transition avec la partie 4. Donc la partie 4, on a pu passer, ou on a pu voir que nous passions de l'ère de la monnaie papier à notre paysage financier actuel. On se retrouvait à la lisière d'un nouveau paradigme monétaire. Les modestes billets de papier qui ont révolutionné le commerce, qui ont accéléré les échanges pour les différentes communautés humaines, civilisations et empires humains. On a un système global, complexe et interconnecté. Donc, on a pu voir l'évolution vers des notions de bourse qu'on a pu voir aux États-Unis en 1792 ou en 1802 avec la création de la Banque de France sous l'égide de Napoléon. Et ce système interconnecté qui va impacter tous les aspects de la vie, de notre vie aujourd'hui, parce qu'on voit que tout est interconnecté. Je veux dire, les États-Unis ont une grippe. C'est la pneumonie qui s'installe un petit peu partout dans le monde. Donc, dans notre cinquième partie de notre voyage, dans cette section 5, nous allons entreprendre une analyse un peu plus approfondie du réseau complexe de la finance moderne. Bon, j'essaierai avec mes petites connaissances de finance, avec mes recherches que j'ai pu faire, en explorant non seulement ses fondements économiques, mais aussi son impact profond sur la société, la politique et même la nature même des interactions humaines. Notre exploration nous mènera à des sommets vertigineux de la haute finance, aux profondeurs inquiétantes de l'exploitation et de la corruption humaine. Donc, on verra comment la complexité de notre système actuel engendre à la fois des opportunités sans précédent et des vulnérabilités dangereuses. On verra comment cela incite des crises mondiales, permet de nouvelles formes d'exploitation et menace les fondements même de la gouvernance démocratique. Alors la gouvernance démocratique, c'est vrai que la démocratie, une étape, on va dire, politique qui est mal comprise par les humains, je pense, aujourd'hui, parce que nous avons une très faible expérience de ce qu'est la démocratie, ce qu'est la véritable démocratie, parce que nous nous appuyons sur la vision de l'Antiquité, de la vision de la Grèce ancienne et de la Rome antique, pour nous donner une idée de ce qu'était la démocratie. Et la démocratie s'établit sur un temps beaucoup plus long pour avoir une certaine forme de maturité. Donc c'est un voyage naturellement qui s'annonce un petit peu difficile parce que on va affronter certaines vérités qui sont dérangeantes sur le monde que nous avons créé, que nous avons créé. Okay. Nous examinerons comment les mêmes systèmes qui favorisent l'innovation et la croissance et les échanges peuvent également concentrer la richesse et le pouvoir de manière à rappeler les périodes les plus sombres de l'histoire humaine. On a pu voir des aspects comme le racisme qui donnera naturellement l'esclavage, qui donnera naturellement le colonialisme et l'impérialisme. Quelque chose que je pouvais voir dans mes vidéos sur les racines du racisme, mais également sur le parallèle que je fais entre la Révolution américaine et la Révolution française. Donc, de l'univers ésotérique, des produits dérivés, de la politique monétaire aux réalités préoccupantes de l'exploitation des jeunes à l'ère numérique, pour enfin aborder le spectre de l'oligarchie, de la dictature, j'essaierai d'établir des liens entre des problématiques en apparence séparées, mais qui sont en réalité qui sont relativement connectées. En procédant ainsi, nous mettrons en lumière le fil conducteur commun à tous ces éléments en fait. Donc le pouvoir transformateur et déstabilisant de notre système monétaire moderne. Okay. Donc en comprenant le système que nous avons mis en place, nous pouvons commencer à envisager des moyens de le réformer afin de tirer parti de sa puissance pour le bien commun, tout en atténuant son potentiel de nuisance. Ainsi, on pourrait débuter, on pourra débuter une forme d'analyse et de conclusion. Okay. Donc, mesdames et messieurs, accrochez-vous, nous allons aborder la cinquième partie de notre étude sur l'évolution de la monnaie. Nous sommes confrontés à une réalité saisissante. Le système monétaire contemporain, bien qu'étant une prouesse d'ingénierie
financière s'est transformé en un outil puissant au service du mal et de la corruption. Je pense vraiment que l'argent est un outil satanique, personnellement. Je pense que l'argent est un moyen de corrompre le cœur des hommes et de ne plus voir l'argent comme un outil, mais comme une nécessité ou comme un but ultime. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment ce système complexe permet et encourage souvent les activités néfastes à l'échelle humaine, à l'échelle mondiale et humaine, en mettant particulièrement l'accent sur son impact sur une jeunesse vulnérable et manipulable. Donc la complexité, on va commencer avec la complexité de la finance moderne. Le système monétaire contemporain constitue un dédale d'institutions interconnectées, de politiques et d'instruments financiers. Cette complexité se manifeste dans plusieurs domaines. Premièrement, le système de réserve fractionnaire. Les banques fonctionnent en ne conservant qu'une fraction des dépôts en main, ce qui multiplie l'offre de monnaie, mais introduit des risques systémiques. Cette pratique amplifie le processus de création monétaire, mais peut entraîner des ruées bancaires et une instabilité financière si elle n'est pas correctement gérée. Donc très simplement, quand vous faites un dépôt de 100 dollars ou 100 euros, ce dépôt-là, il n'y a qu'une fraction qui reste dans les coffres de la banque, alors que le reste est injecté dans le système, dans le système de la bourse. Et le fait est que ces éléments-là rajoutent un risque s'il y a une déflagration en fait du système. Deuxièmement, les produits dérivés, les instruments financiers complexes tels que le swap de défaut de crédit et les obligations de dette titrisées ont donné naissance à un système bancaire parallèle qui échappe souvent à la surveillance réglementaire. Ces instruments, bien qu'élaborés pour gérer le risque en réalité, peuvent en réalité se concentrer et le dissimuler, comme cela a été observé lors de la crise financière de 2008. Okay. Des objets dérivés, ça veut dire la crise des subprimes, par exemple, qui n'est pas finie d'ailleurs, qui est toujours en cours de digestion par le système. L'interdépendance mondiale, l'interconnexion des marchés mondiaux implique qu'une crise dans une région peut rapidement se propager à l'échelle internationale. Donc, ce qu'on a vu clairement, de manière très spectaculaire, on a vu la crise financière de 2008 qui a commencé aux États-Unis, qui s'est répandue comme une traînée de poudre, mais également la pandémie de Covid 19 de 2020 qui ont eu toutes les deux des répercussions économiques mondiales rapides mais différentes. Naturellement, le système n'était pas tout à fait le même, qu'on a vu l'arrêt de certaines économies importantes comme en France et dans d'autres pays également. Les instruments de la politique monétaire. Les banques centrales utilisent des outils de plus en plus sophistiqués tels que l'assouplissement quantitatif et les indications prospectives dont les effets ne sont pas toujours prévisibles ou bien compris. Personnellement, c'est vraiment ce sont des outils que je ne comprends pas forcément. Ces outils ont élargi le rôle des banques centrales dans la gestion des économies. Donc au lieu que les économies pourvoient eux-mêmes un allègement de leur dette, ça peut avoir des effets extrêmement différents dans le sens où les économies locales se réfèrent à la banque centrale afin de répartir la charge de leur dette. Donc deuxièmement, on va parler de la propension aux crises. La complexité du système monétaire moderne le rend intrinsèquement fragile et sujet aux crises. Alors, premièrement, il y a l'utilisation de l'effet de levier et de la dette. La dépendance du système à l'égard de la dette amplifie à la fois les gains et les pertes. Donc, lorsque l'effet de levier est élevé, même de petites fluctuations sur les marchés peuvent déclencher des faillances en cascade à travers le système financier. On avait pu voir ça dans la crise du pound en Angleterre, qui a permis à George Soros de s'enrichir largement avec une dégradation du pound. Le comportement grégaire et la panique. Les marchés financiers sont sensibles à la psychologie de masse, ce qui entraîne des cycles d'essor et de déclin ainsi que des cracks provoqués par la panique. La rapidité des transactions modernes peut aggraver ces tendances, entraînant des fluctuations rapides sur le marché. Naturellement, quand on voit des mouvements, pour ceux qui ont touché un petit peu à la bourse, comme moi et qui n'ont pas été très chanceux d'ailleurs, on peut voir que des fois il y a des mouvements très importants de masse financière et fiduciaire qui bougent et ça influe un effet de panique parce qu'on voit les titres, je veux dire, à un instant T qui peuvent s'effondrer de manière très rapide. Donc par l'effet de masse, les gens ont tendance à vendre ou à acheter quand ils ont parié sur une chute et donc ce qui
qui crée des fluctuations relativement importantes et crée des systèmes de panique, en fait. Donc le risque, maintenant troisièmement, le risque systémique, la défaillance d'une seule grande institution au marché peut déclencher un effet domino. Le concept d'institution trop grande pour faire faillite met en lumière la vulnérabilité de l'ensemble du système aux actions de quelques acteurs clés. Et les quelques acteurs clés qui sont trop grands pour faire faillite en tirent largement avantage. Vous allez le comprendre dans un instant. Vulnérabilité technologique. Le trading à haute fréquence et les menaces en cybersécurité engendrent de nouvelles formes de risques systémiques. Un dysfonctionnement d'un algorithme unique ou d'une cyberattaque pourrait potentiellement déstabiliser l'ensemble des marchés. Il y a aussi naturellement des lacunes réglementaires. Avec l'évolution rapide de l'innovation financière par rapport à la réglementation ou la régulation, de nouveaux produits et pratiques peuvent apparaître, exposant ainsi le système à des risques imprévus. Les régulateurs se retrouvent souvent en situation de devoir rattraper leur retard pour faire face à des menaces émergentes. Donc maintenant, troisième section, possibilité d'exploitation. La complexité et la dimension mondiale du système monétaire moderne offrent de nombreuses opportunités d'exploitation. Premièrement, l'arbitrage réglementaire. Les institutions financières peuvent tirer parti des divergences réglementaires contre les juridictions pour réduire la surveillance et maximiser les profits. Cette course vers le bas peut compromettre l'efficacité des réglementations financières. On voit que dans des régions comme dans l'Europe, il y a des paradis fiscaux. Donc la Suisse, le Luxembourg et autres. Chypre, par exemple. Il y a aussi l'asymétrie de l'information. Les individus détenant des informations privilégiées ou des capacités analytiques avancées peuvent obtenir des avantages injustes sur les marchés. Je donne pour exemple Nancy Pelosi, qui est la sénatrice de la Californie, qui réalise environ par an une élévation de son portfolio d'actions à 91% par an. Donc, actuellement, Nancy Pelosi, faisant partie du Sénat américain, a accès à des informations privilégiées sur les actions sur les activités qui se passent au niveau financier et au niveau économique aux États-Unis. Donc, ce qui lui permet de pouvoir tirer avantage de certaines informations privilégiées pour s'enrichir. Nancy Pelosi aujourd'hui elle fait mieux que Warren Buffett, elle fait mieux que Bill Gates, elle fait mieux que les meilleurs investisseurs en bourse. Elle est parmi les plus grandes richesses qui se sont créées à travers la bourse. Donc on voit bien que ces informations-là ce sont des personnes qui ont accès à des informations privilégiées et elles en tirent avantage. Les sociétés de trading à haute fréquence, par exemple, peuvent tirer profit des mouvements du marché au niveau de la microseconde, inaccessible aux investisseurs ordinaires. Les grandes institutions financières peuvent prendre des risques excessifs en toute connaissance de cause, sachant qu'elles sont susceptibles d'être renflouées par le gouvernement en cas de crise en raison de leur importance systémique. Donc on voit bien que différentes banques en France ont été renflouées par le gouvernement français. La même chose aux États-Unis où certaines banques ont été simplement sauvées par le système étatique. Donc ce risque moral peut entraîner des comportements imprudents et des gains privatisés avec des pertes socialisées. Ça veut dire je gagne, j'empoche. Je perds, je fais payer les contribuables. L'ingénierie financière. Des produits complexes peuvent être élaborés afin de dissimuler des risques ou de tirer parti des failles dans les lois comptables et fiscales. Cela peut entraîner la formation de bombes financières qui pourraient ne pas être perceptibles avant qu'il ne soit trop tard. Naturellement, on peut dire cinquièmement, la manipulation des marchés. La grande taille et la complexité des marchés les rendent vulnérables à différentes formes de manipulation, allant des algorithmes de trading à haute fréquence aux actions coordonnées des gros acteurs. Les finances offshore et les paradis fiscaux. On peut aussi mentionner ça en section 6, on peut dire que la dimension mondiale des finances permet de dissimuler la richesse et d'éviter les impôts et les réglementations. On voit bien, l'évasion fiscale existe partout. Aux États-Unis même, on voit le Delaware, qui est un État aux États-Unis où le niveau de taxation est beaucoup moins élevé que d'autres États américains. Ce qui amène une évasion fiscale au sein même des États-Unis. Cela peut priver les gouvernements de revenus nécessaires et favoriser la création de refuges pour des fonds illicites. C'est aussi le cas qu'on voit que récemment
TD Bank, il me semble, au Canada, qui a été condamné pour euh, pour blanchiment d'argent. Donc on voit bien que cela existe partout. Moi qui suis au Canada, bon, on voit bien que dans le passé, la HSBC a aussi aidé le blanchiment d'argent pour les cartels. Et on voit bien aujourd'hui le TD Bank qui se fait taper sur les doigts de la même manière. Le marché numérique, la jeunesse et le travail sexuel à la demande. L'émergence des plateformes numériques a engendré une nouvelle dynamique préoccupante dans le domaine du travail sexuel, impactant particulièrement les jeunes. Premièrement, il y a une accessibilité facilitée. Les plateformes des médias sociaux et de partage de contenu ont rendu extrêmement aisé pour les jeunes d'accéder au monde du travail sexuel, souvent sans appréhender pleinement les conséquences à long terme. Deuxièmement, la diffusion de contenu à la demande. La possibilité de créer et vendre du contenu sexuel à la demande a entraîné une augmentation de la participation des jeunes, motivée par la promesse d'argent rapide et facile. Les contraintes financières. Les difficultés économiques, notamment lors de la pandémie de Covid-19, ont poussé davantage de jeunes vers le travail sexuel en ligne comme moyen de subsistance. Et c'est ce qu'on a vu largement aux États-Unis et naturellement en Asie. 4. L'augmentation du risque. La nature compétitive de ces plateformes pousse fréquemment les jeunes à aborder des comportements de plus en plus risqués afin de conserver leur base d'abonnés et de leurs revenus. Moi, je ne connais pas OnlyFans, mais c'est ce que beaucoup de témoignages qui aujourd'hui existent un petit peu partout par rapport à OnlyFans, c'est exactement ce que les personnes qui ont pu travailler sur OnlyFans révèlent aujourd'hui. Cinquièmement, l'exploitation et le trafic. La facilité des transactions en ligne a ouvert de nouvelles voies pour l'exploitation, notamment le trafic de mineurs à des fins sexuelles. Il est aujourd'hui prouvé que le gouvernement américain a facilité le trafic des mineurs aux États-Unis à travers la vague de la frontière du Sud avec le Mexique. Et il y aurait eu un grand nombre de mineurs qui auraient été exploités et qui auraient été effectivement trafiqués et que le gouvernement en était conscient. Et selon ce que certains journalistes alternatifs disent, qu'il leur a même été, impliqué dans ces trafics. Section 5, la normalisation de l'exploitation des jeunes. L'accent mis par le système monétaire moderne sur le profit a conduit à une normalisation inquiétante de l'exploitation des jeunes. Premièrement, il y a l'embellissement. La possibilité de gains rapides et substantiels peut rendre la prostitution attrayante pour les jeunes en occultant les risques et les conséquences à long terme. On voit aujourd'hui sur YouTube des gens qui ou dans les réseaux sociaux, dans certains podcasts, certaines personnes qui affirment de manière très ouverte et de façon très fière d'elles-mêmes le nombre de personnes qu'elles ont connues sexuellement, qui rend la chose extrêmement normale. La désensibilisation. La diffusion répandue de contenus sexuels créés par des jeunes en ligne peut entraîner une désensibilisation de la société à l'exploitation des mineurs, comme si tout ça était normal. Comme si tout ça, des jeunes personnes qui vendent leur corps, qui vendent l'accessibilité à des contenus pornographiques était tout à fait normal. Et il y a aussi, naturellement, troisièmement, la demande du marché. L'incitation monétaire génère une demande sur le marché pour le contenu créé par des jeunes, permettant ainsi un cycle d'exploitation continuel. Et quatrièmement, il y a un dispositif de protection qui est largement insuffisant. La rapide évolution des plateformes en ligne dépasse souvent les efforts réglementaires visant à protéger les jeunes utilisateurs contre l'exploitation. Donc ça, ce sont des aspects beaucoup plus sociaux et humains qui, naturellement, ont des effets sur comment le système monétaire a un effet sur le développement ou le manque de considération pour les jeunes, tant qu'à la production de contenu sexuel et pornographique. 6. La dérive oligarchique vers la dictature. Il y a une propension naturelle du système monétaire moderne, à concentrer la richesse et le pouvoir vers un groupe restreint de personnes, qui crée une trajectoire dangereuse, allant de l'oligarchie, parce qu'on voit un système qui est coopté par un faible nombre de personnes, et une tentation vers une éventuelle dictature. Ok. Donc je vais expliquer sur quoi je me base pour baser cette réflexion, parce que je me base sur l'histoire, effectivement. Donc je vais revenir dans la conclusion, je pourrais expliquer d'où je prends cette source et cette vision. Premièrement, il y a la concentration de la richesse.
Le système a pour effet intrinsèque de diriger la richesse vers une petite élite, créant ainsi une classe oligarchique avec une influence disproportionnée. Il y a la captation politique. À mesure que la richesse se concentre, le pouvoir politique s'accroît également. Les oligarques ont la capacité d'acquérir de manière efficace une influence politique en façonnant les politiques à leur avantage. Contrôle des médias. On a pu voir le contrôle des médias jouer un rôle extrêmement important sur l'élection d'Emmanuel Macron en France, mais également l'élection présidentielle américaine. On a pu voir Kamala Harris, qui était la vice-présidente avec la moins bonne cote de popularité dans l'histoire des États-Unis, qui se retrouvait en face de Donald Trump en étant, soit selon les sondages et selon les médias de masse, qu'elle était en position de remporter l'élection face à Donald Trump. Que le rôle des médias a été incommensurable dans cette approche et dans l'élévation qui a été donnée pour Kamala Harris. Effectivement, les individus fortunés, les entreprises ont la possibilité d'acquérir ou d'influencer des organes de presse qui leur permettent de contrôler la diffusion de l'information auprès du public et d'influencer les masses. La dégradation des institutions démocratiques. L'influence démesurée de l'argent en politique affaiblit les institutions démocratiques en les rendant moins réactives aux attentes du grand public. Il y a aussi un levier économique. Les oligarques peuvent utiliser leur pouvoir économique pour influencer les décisions gouvernementales, menaçant la stabilité économique et leurs exigences si leurs exigences ne sont pas satisfaites. On voit exactement ça dans le système de lobby qui existe à la fois dans la Commission européenne, mais également dans le système politique américain où le lobbying est permis de manière ouverte. C'est-à-dire que c'est littéralement de la corruption à ciel ouvert. L'exploitation populiste. L'inégalité économique alimentée par ce système peut engendrer un mécontentement populaire, lequel peut être exploité par des personnalités charismatiques promettant des solutions simples. L'opportunisme en période de crise, les crises économiques souvent amplifiées par des agissements de la classe oligarchique, peuvent être exploités comme prétexte pour consolider le pouvoir et restreindre des libertés. La maîtrise technologique. La richesse permet d'investir et de contrôler des technologies avancées qui peuvent être utilisées pour la surveillance et le contrôle de la population. Le contrôle social qui existe en Chine, qui est le système de surveillance global en Chine, est voulu notamment voulu en Europe. L'influence internationale, les oligarques peuvent étendre leur influence au-delà des frontières nationales, manipulant potentiellement les relations internationales dans le but d'en tirer avantage. Donc, il y a naturellement une dernière étape qui est envisageable. Et c'est un exemple que l'on peut voir avec la transition qu'il y a eu entre la Révolution française, le Directoire et la dictature sous Napoléon Bonaparte, c'est que, alors que le pouvoir se concentre davantage, il se peut qu'un individu unique ou un petit groupe émerge pour prendre le contrôle total, passant de l'oligarchie à la dictature pure et simple. Cette évolution représente une menace sérieuse pour les sociétés démocratiques et les libertés individuelles. Le système monétaire contemporain, en favorisant la concentration extrême des richesses, devient involontairement complice de cette possible dérive vers l'autoritarisme. En conclusion de la partie 5, ce que l'on peut dire, c'est que le système monétaire contemporain, non seulement, pour moi, c'est vraiment l'argent est vraiment le syndrome du mal, qui est le syndrome du mal et de la corruption humaine. C'est pourquoi personnellement, je militerais pour un arrêt de l'argent et des systèmes financiers, que le système soit régulé de manière qu'il n'y ait pas d'échange financier ou fiduciaire. En effet, pour moi, le système monétaire contemporain, non seulement facilite la corruption et l'exploitation, mais constitue également une menace fondamentale pour la gouvernance démocratique, mais aussi pour la corruption humaine. Okay. En favorisant la concentration de vastes richesses entre les mains de quelques-uns ou quelques-unes, on crée les conditions propices à l'oligarchie et une dictature qui peut maintenant dégénérer naturellement ou évoluer naturellement vers une dictature. Cette évolution n'est pas spécifique à notre époque. À travers l'histoire, nous avons observé un schéma récurrent dans l'évolution des systèmes de gouvernance. Les civilisations anciennes telles que la Grèce, Rome, suivaient fréquemment une séquence similaire.
On commence par une monarchie avec des approches variables. On passe on passe à une forme de pseudo-démocratie ou une république et une transformation vers un système oligarchique. Plus les gens s'enrichissent, plus un système oligarchique veut garder le contrôle politique, le contrôle social. La dernière phase menant à l'établissement d'une dictature. On peut exactement voir cela à travers la Révolution française, qui a eu beaucoup de mal à atteindre le niveau d'une dictature contemporaine, mais qui a subi des changements jusqu'à passer une dictature sous Napoléon Bonaparte. Donc nos sociétés contemporaines sont aujourd'hui confrontées à ce même dilemme. Nous nous trouvons à un moment crucial reflétant les défis rencontrés par ces civilisations anciennes. On peut voir ce qui a failli arriver aux États-Unis s'il y avait eu, on va dire, une tentative des démocrates de renverser de renverser le scrutin et de ne pas permettre à Donald Trump de se présenter. On aurait pu se retrouver dans une situation de guerre civile. Donc, on peut voir que l'accumulation de richesses et de pouvoir que nous observons actuellement présente des similitudes frappantes avec les conditions qui ont précédé l'effondrement d'expériences démocratiques par le passé. Cette analogie historique souligne et soulève l'urgence de notre situation actuelle. Le passage de notre état actuel de tendance oligarchique à une dictature ouverte n'est pas seulement une possibilité théorique, mais à un chemin bien parcouru dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté dans le passé, dont nous avons toutes les preuves aujourd'hui écrites et historiques. L'enjeu qui se présente à nous n'est pas simplement économique, mais existentiel pour nos sociétés démocratiques. Alors que nous envisageons l'avenir de nos systèmes monétaires, il est important et essentiel, d'après moi, de donner la priorité à la préservation de valeurs démocratiques, à la protection des libertés individuelles et à la distribution équitable du pouvoir économique. Tout ne peut pas se réfléchir dans un groupe restreint de personnes qui vont accumuler des sommes incroyables, des 250 milliards, 200 milliards, 100 milliards. Ça n'a aucun sens. D'accepter de pouvoir accumuler autant et de voir d'autres à peine pouvoir se nourrir ou nourrir leur famille, c'est absolument inacceptable. Il est impératif donc de tirer des leçons de l'histoire afin d'éviter de revivre ces périodes les plus sombres. Je pense que pour moi, l'esclavage de manière globale peut à nouveau arriver un jour. L'exploitation et l'impérialisme peut continuer à exister, peut continuer à revenir sur le terrain, même si on peut effectivement dire que sur certains aspects c'est toujours le cas. Donc notre capacité à traiter ces problématiques déterminera si nous pourrons rompre ce système historique et préserver une société de citoyens libres, ou si nous glisserons vers un monde dominé par les élites fortunées et éventuellement peut-être par un régime dictatorial. Cette perspective nous rappelle que la lutte pour la démocratie et des systèmes économiques équitables est en cours. Il est nécessaire d'être constamment vigilant et de participer activement en tant que citoyen pour empêcher la consolidation du pouvoir qui, à maintes reprises, conduit à la chute des sociétés libres. Écoutez, je vous remercie pour l'attention de la partie 5. Je sais que c'était un peu plus long. Je suis également disponible à répondre à toutes vos interrogations, vos questions concernant la relation complexe entre notre système monétaire, la concentration de richesses et l'avenir de la gouvernance démocratique, ainsi que la manière dont on peut tirer avantage des schémas historiques pour protéger nos libertés. Il y a des systèmes qui ont été mis en place dans le passé pour protéger certaines libertés ou revenir à certaines libertés. Et j'en donnerai un point de vue lors de ma conclusion. Donc j'aborderai cela avec une utopie sans argent. Donc un système utopique sans argent qui pourrait fonctionner avec une distribution des ressources, un échange des ressources et non pas une accumulation des richesses sur la manière dont certaines personnes peuvent tirer avantage de ces ressources. Donc voilà, je vous remercie pour votre temps, c'est vraiment vraiment apprécié. Je sais que je ne fais pas 100 000 vues ou 200 000 vues, mais le peu de personnes qui me regardent et qui apprécient ce que je fais, j'avoue que ça me touche beaucoup et je vous remercie pour ça, pour ceux qui me suivent et qui écoutent, et puis pour ceux qui ne le font pas encore. Mais il ne tient qu'à vous de le faire en mettant un like, en commentant et en souscrivant donc à cette chaîne. Mais je vous remercie quand même beaucoup pour votre temps et j'apprécie beaucoup. Moi, en fait, personnellement, j'apprécie beaucoup parce que je fais beaucoup de recherches. Ça me permet de me documenter, d'apprendre de nouvelles choses. Et naturellement, je vous remercie pour la motivation que ça me procure en sachant que vous m'écoutez et que vous me faites passer des messages. Merci beaucoup et à très bientôt.